Je m'inquiète pour toi. En animant une conférence sur les différences générationnelles, j'ai pensé à toi parce que j'ai réalisé que la dernière génération dont je parle, ce sont les alphas. Or, d'après un chercheur australien qui s'appelle McCrindle, les alphas, ils sont nés entre 2010 et 2024. Mais donc, toi, tu seras quoi? Un bêta? C'est un peu dur à porter, ça, non? Les différences générationnelles, c'est sans doute la thématique pour laquelle je suis le plus souvent contactée. Et pourtant, je suis pas une experte, hein. Je me suis juste intéressée au sujet quand j'étais infirmière chef adjointe au bloc opératoire. Et tu sais, je me souviens même très précisément du jour où j'en ai entendu parler pour la première fois. J'étais dans le bureau avec Caro, ma chef, et Joël, notre cadre. Oh, qu'est-ce que j'aimais ces moments à trois. On était en manque d'effectifs, on courait beaucoup, et puis l'ambiance était parfois, je dirais, compliquée. Mais ces réunions ensemble, elles avaient le don de me redynamiser complètement. Bon, j'avais l'impression qu'on faisait pas grand-chose en soi. On causait. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que ces causeries, justement, elles étaient fondamentales. On avait besoin de s'arrêter, s'asseoir, déposer ce qu'on vivait, en rire un bon coup, ou même en pleurer parfois aussi. Se lâcher, en fait. Ça faisait un bien fou. Alors, ce jour-là, donc, je déposais un problème entre deux membres de l'équipe, un nouveau et un ancien. Et à un moment donné, Joël a ri et elle a dit « Bah oui, mais bon, ça c'est typique de la génération Y. » Et moi j'ai répondu « De quoi ?»« Ah, m'a dit Joël, tu ne sais pas ce que c'est ?»« Bah non, j'ai jamais entendu parler de ça. La génération Y. » Alors Joël m'a dit « Je vais t'envoyer le travail de mon fils Adrien. Il a dû faire un travail de fin d'études, tu me diras ce que t'en penses. Le titre c'est « La génération Y, comment attirer et fidéliser ?» Eh bien, tu sais, depuis quand je dois parler des défis intergénérationnels, la première dia, c'est toujours la page de garde du travail de fin d'études d'Adrien. Oh, il faut rendre à César ce qui est à César. Et puis, quand je montre cette dia, je peux pas m'empêcher de taquiner l'auditoire en lisant cette précision sous le titre. Adrien posait la question « Que faut-il changer dans le management des entreprises pour attirer et fidéliser la nouvelle génération ?» Date du travail, 2011. Alors je pose la question aux participants, et on en est où aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui on est en 2024, ce ne sont plus les Y qu'on accueille, ce sont les Z, mais la question reste la même. Que peut-on faire pour leur donner envie de rejoindre une équipe et faire en sorte qu'ils y restent? Alors, moi j'ai pas la réponse, hein. Et je vais te confier le fond de ma pensée. Pour moi, il y a deux choses qui vont pas dans cette question. D'abord, je pense que s'attendre à ce que les collaborateurs restent toute leur carrière dans la même entreprise aujourd'hui, c'est plutôt illusoire. Et ensuite, je pense que c'est bien de s'intéresser aux jeunes, bien sûr, mais dans une équipe, il y a aussi des moins jeunes. Et justement, eux aussi sont susceptibles de partir, il faudrait pas l'oublier. Donc, pour moi, au-delà de la question « comment on peut faire pour attirer et fidéliser ?», il y a surtout la question « comment je peux faire pour que la personne, quel que soit son âge, qui rejoint mon entreprise, s'y sente bien ?» Tu veux en savoir plus? Allez, je te raconte ce que je sais. On va commencer par définir ce qu'est une génération. Une génération, ce sont des personnes qui sont nées à la même période et qui ont vécu des événements de vie que l'on dit significatifs, c'est-à-dire que ce sont des événements, des expériences qui ont marqué profondément les individus. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des événements historiques, sociopolitiques, des crises, des catastrophes, des avancées aussi, comme les avancées technologiques ou des événements scientifiques, des explorations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les générations, c'est un sujet qui crée du débat. Pour les uns, il n'y a pas de fondement à ces théories, il n'y a pas de consensus scientifique, c'est plutôt marketing pour vendre des bouquins. Mais pour d'autres, par contre, c'est important de comprendre ce qui anime les différentes générations, leur contexte, leur cadre de référence, leurs valeurs, parce que chaque génération délivre un message à la génération suivante. Tiens, on va commencer par les traditionalistes. Oh, je te l'ai dit, il y a des désaccords sur le sujet, ne serait-ce que pour déterminer les dates de naissance. Alors, disons que les traditionalistes, ils sont nés entre 1925 et 1943. Donc, d'après ces auteurs que j'ai lus, c'est après Papy Louis. Oui, parce que Papy Louis,
Il est né en 16. C'est ce qu'il nous disait quand on lui demandait « Tu as quel âge, papy ?» Il répondait « Je suis né en 16, calculez vous-même. » J'adore. Mais donc, revenons au contexte des traditionalistes. Tu l'as peut-être étudié à l'école d'ailleurs. Il est plutôt sombre ce contexte. On parle des enfants de la Grande Dépression. Ils ont connu la Seconde Guerre mondiale, le crash boursier de 29 qui a d'ailleurs entraîné une crise économique mondiale et qui a eu de profondes répercussions sociales et politiques. Ce qu'on dit des traditionalistes en termes d'attitude, c'est que c'est une génération calme, silencieuse. Je pense à Papy Louis. Oui, il a connu la guerre. Et un soir, il mangeait à la maison, il était en bout de table, je le vois encore là dans la salle à manger. Et Jérôme, Tiphaine et moi, on a commencé à l'interroger sur la guerre. Il nous a raconté comment il a été fait prisonnier. Et je me souviens que maman était étonnée, parce que papy ne parlait jamais de ça. Les traditionalistes, ils sont silencieux. Ils sont patriotes, conformistes, ils respectent la loi, l'ordre, l'autorité, et il y a cette notion de sacrifice aussi. Le traditionaliste, c'est quelqu'un qui a tendance à faire passer en priorité le bien commun, quitte à s'oublier soi. D'abord les besoins de la communauté, moi je passe après. Et au travail, c'est pareil. D'abord mon entreprise, c'est le devoir avant le plaisir. Les traditionalistes, ce sont des personnes très loyales vis-à-vis de leur employeur. Ils sont entrés dans une entreprise et pour la plupart d'entre eux, ils y ont fait carrière. Alors, je te parlais de messages transmis à la génération suivante. Quel est ce message donné par les traditionalistes aux suivants ? Eh bien, ce message, c'est « travaille dur ». Je veux que ton herbe soit plus verte que la mienne, alors travaille dur et tu seras récompensé. Et ce message, il est reçu par la génération suivante, les baby boomers, qui sont nés entre 1944 et 1963. Mais là, on n'est pas dans le même contexte. Il y a des changements profonds dans la société. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, le pays est en ruine, surendetté, eh bien les baby boomers, ils vont bosser comme des fous pour le reconstruire. L'endettement diminue, la croissance augmente, le climat économique est plus favorable, et puis il y a aussi des événements majeurs comme mai 68 qui va marquer un tournant dans les mentalités avec une remise en question de l'autorité, des normes établies et une montée des idées progressistes sur des sujets comme par exemple la sexualité, les droits civiques, l'émancipation des femmes. Et puis tu as sans doute aussi étudié la décolonisation en Afrique ou en Asie ou la naissance de l'Union européenne. Bref, tout ça bouleverse le monde. Le baby boomers, il a été un acteur de changement. Et d'ailleurs c'est ça qui est rigolo, c'est que ce qu'on dit de lui aujourd'hui, c'est que il est peut-être devenu celui qui a le plus de mal avec les projets. Quand on le met dans un projet, il n'est pas forcément enthousiaste. Bah oui, parce que quelque part, il y en a marre du changement et de la nouveauté. À l'heure où je te parle, il y a toujours des baby-boomers au travail, bien sûr. Et ce sont des travailleurs qui sont dévoués, respectueux de la hiérarchie, ambitieux. Ils sont innovateurs, ce sont des leaders. Et ce qu'on dit aussi d'eux, c'est que ce sont des bourreaux de travail, quitte à sacrifier la vie de famille. Le message qu'ils vont porter aux suivants, c'est « Mais tu vois, ça fonctionne, hein ? Travaille dur. Travaille dur et tu pourras même dépasser tes attentes. Travaille dur et gravis les échelons. » Oui, mais ça, c'est un message que la génération suivante, la génération X, ne va pas forcément appliquer. Les X, ils sont nés entre 1964 et 1977. Et ils n'ont pas grandi dans le même contexte que les baby-boomers. Ils sont confrontés à un contexte politico-économique à nouveau plus sombre, avec des incertitudes sur le plan économique et social, des crises, le choc pétrolier, l'inflation. Et puis il y a aussi l'augmentation du nombre de divorces, l'apparition du sida, et toute cette révolution technologique. Alors, je précise une chose. Pour tout ce qui concerne la maison et qui est de l'ordre du confort ou du divertissement, comme le téléviseur couleur par exemple, le magnétoscope, les consoles de jeux, tiens, t'iras voir sur Internet ce qu'est une console Atari, par exemple. Mais il y a aussi le téléphone fixe, le micro-ondes, le lave-vaisselle, bref, tous les autres appareils électroménagers, tout ça c'est OK. Le X s'engage. Ça ne demande pas de s'adapter à une interface numérique complexe comme l'est par exemple l'ordinateur. Ah oui, parce que ça, l'ordinateur, pour le X, c'est plus compliqué.
Et alors tu vois, certains auteurs vont carrément parler de digital migrant. C'est-à-dire que pour eux, le X serait comme une allergie au numérique. Il fuit le numérique. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Disons simplement que les X, c'est une génération qui a dû apprendre à utiliser les outils numériques à l'âge adulte. Et ça contraste avec les générations suivantes qui sont nées dans un environnement déjà numérique. Mais c'est pas pour autant que le X est allergique au numérique ou qu'il le rejette systématiquement ou complètement. Enfin, ça, c'est mon avis. En termes d'attitude, ce qu'on dit des X, c'est qu'il s'agit d'une génération moins optimiste. Ils sont plus réalistes, plus pragmatiques que les baby-boomers. Ce que j'ai lu aussi, c'est que très tôt, le X a été confronté à l'autonomie. Ben oui, parce que le X, il rentre de l'école, il n'y a pas forcément ses parents à la maison. C'est normal, ses parents, ce sont les baby-boomers qui sont des bourreaux de travail, ou bien, éventuellement, ses parents, ils sont séparés. Bref, le X, il a dû apprendre à se débrouiller très tôt, tout seul. Il prépare lui-même ses collations, il fait ses devoirs, il se divertit, et puis la télé, elle est là, donc le X a peut-être aussi été confronté plus tôt à plus de violence. Ce qu'on remarquerait, c'est que les niveaux de dépression et d'anxiété seraient plus élevés dans cette génération par rapport aux générations précédentes. Au boulot qui est le X est un employé qui est fiable, constant, autonome, qui a une vision à long terme, il croit en des plannings, des procédures, des objectifs chiffrés, mais il y a quand même un grand changement par rapport aux traditionalistes ou aux baby-boomers. Pour le X, la loyauté, elle va aux personnes de l'organisation. Ça ne va plus à l'organisation elle-même. Et le message est assez clair. Le travail, c'est pas tout dans la vie. Le travail, c'est un outil dont il faut tirer profit pour s'épanouir à côté. Ouf, en voilà une sacrée révolution. Ce message-là, la génération Y l'a bien entendu. Oh, les Y. Les Y, ils sont nés entre 1978 et 1994. On les appelle aussi les millennials. Ou la génération pourquoi. Et c'est vraiment ça que je vivais au bloc opératoire. Tout à coup, voilà que les nouveaux engagés ne savaient tout simplement plus faire ce qu'on leur disait de faire. Ils demandaient pourquoi. Mais non d'une pipe. Parce qu'on a toujours fait comme ça et puis c'est tout. Oh là là, ça c'est pas une réponse acceptable pour le Y. Le Y, il veut des explications, il veut comprendre et il veut remettre en question. Ce qu'on dit des Y, c'est qu'ils sont zappeurs, multitâches, qu'ils vivent dans le présent, carpe diem. On dit aussi qu'ils ont une grande estime d'eux-mêmes et qu'ils sont motivés par de grands objectifs sur tous les plans, professionnels et personnels. Le Y, il veut s'épanouir, il est en quête de développement. Ce que je voyais au bloc, c'était un peu ça, c'était de l'étonnement. Pour les plus vieux de l'équipe, mais qu'est-ce que c'est que cette génération Y ? J'entendais des choses comme « Oh là là, mais avec eux, on a parfois le sentiment qu'ils sont incapables de réaliser leurs tâches sans conseil, ils se sentent dépassés quand l'environnement n'est pas structuré, et en même temps, ils disent qu'ils ont besoin d'indépendance et d'autonomie. » Et puis, t'as entendu, ils le disent haut et fort, hein ? Ils ont besoin de feedback, ils ont besoin de reconnaissance pour se sentir valorisés et motivés. Oh, on n'aurait jamais osé parler comme ça au chef avant. Ben oui, mais le Y, il ose. Il ose parce qu'il n'y a rien à perdre. C'est son message. De toute façon, si ça ne va pas ici, je pars. Et puis il n'y a pas de frontières, tout est possible, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est ça, carpe diem. Profite du jour présent. Oui, c'est sans doute une phrase que Vincent et moi on dit souvent. Mais c'est normal, on est des Y. Enfin, ça dépend des références. Selon les auteurs, parfois nous sommes des X, parfois nous sommes des millennials. Et j'ai même lu que les gens qui sont nés comme nous entre 1977 et 1983, ce sont des xennials, un mélange de X et de millennials. Leur particularité, c'est d'avoir grandi dans un monde déconnecté. Ah, je te laisse imaginer, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. J'ai eu mon premier GSM pour mes 20 ans. D'ailleurs, je t'invite à chercher ça aussi sur Internet. Les modèles de GSM de 1998. Le mien, c'était celui qui avait une antenne qu'on devait sortir pour pouvoir appeler. Bon, après, je suis passée au Nokia et j'ai passé des heures à jouer avec le jeu du serpent. Bah oui, ça aussi, c'est une particularité du Xennials. Dans sa vie d'adulte, il jongle facilement avec les nouvelles technologies parce que il se les est appropriées, il est hyper connecté et on le dit même carrément accro.
Digital addict. Bon, mais revenons-en à la phrase du Y portée à la génération suivante. Le Y, il dit « Si tu t'ennuies, pars, il y a d'autres possibilités. » Et la génération suivante, ce sont les Z. Alors, les Z, ils sont nés entre 1995 et 2009. Au moment où je te parle, ce sont eux que l'on voit arriver sur le terrain et qui nous tracassent. Comment faire pour les attirer dans l'entreprise et puis surtout comment les faire rester. Mais le souci, c'est qu'ils ne resteront pas. C'est fini le temps où un collaborateur restait des années dans la même entreprise. Le Z, il veut vivre des expériences. C'est ça qu'il décrit le mieux. Le Z, il veut vivre des choses, il veut tester. Et c'est pas grave de se tromper, c'est comme ça qu'on apprend. Ce qu'on dit des Z, c'est qu'ils ont perdu confiance dans les grandes institutions. Et puis pour eux, le chef, le porteur d'autorité, c'est pas forcément celui qui est là dans l'organigramme de l'entreprise, où on voit N+1, N+2, N+3, non, non, non. Celui que je vais reconnaître comme chef, c'est celui que je juge crédible si je suis Z, celui que je juge cohérent, bienveillant, juste. C'est ça que le Z attend de son employeur. Il veut bosser pour quelqu'un qui partage ses valeurs, quelqu'un qui ose prendre des risques, qui écoute, qui valorise et qui s'intéresse vraiment aux causes sociales et écologiques. Le Z, il veut vivre une véritable expérience collaborateur, un peu comme une expérience client dans un magasin, tu vois. Quand tu vas faire du shopping, les stratégies marketing, elles sont pensées pour que, déjà dans la rue, tu te sentes le bienvenu dans le magasin. Tu entres et tu es accueilli tout au long de ton cheminement dans le magasin, y compris au moment du processus de vente, des choses sont mises en place pour que tu passes un bon moment. Alors, tu sors du magasin, éventuellement on te raccompagne et tu te dis « Waouh, c'était chouette, j'y reviendrai ». Eh bien, c'est ça que le Z veut sur son lieu de travail. Il veut être attendu, accueilli, accompagné, jusqu'à la sortie. Parce qu'il partira, c'est sûr. Mais si l'expérience a été bonne, alors il pourra éventuellement revenir plus tard. C'est pour ça qu'on les appelle la génération boomerang. Oui, ce sont peut-être tes parents, et j'ai hâte d'entendre les messages qu'ils te transmettront. Ou bien tes parents, c'est peut-être la génération de Louise et Félix, ça c'est la dernière génération dont je dois te parler. Ce sont les alphas qui sont nés entre 2010 et 2024. On les appelle aussi les screenagers, la génération écran. Pourquoi ? Eh bien parce que cet écran, ils l'ont dans les mains depuis toujours, avant même de savoir parler. L'écran, c'est leur doudou, leur source de divertissement, leur outil de formation aussi. Je pense que la pandémie a donné un sacré coup d'accélérateur à tout ça. Aujourd'hui, déjà très jeune, on nous demande des écrans parce qu'il faut travailler. Oh, et d'ailleurs, ça aussi j'ai hâte. Le jour où j'entendrai tes parents râler parce que t'as le nez fixé sur ton écran. Mais qu'est-ce que ça me fera rire. Alors, que dit-on déjà là maintenant en 2024 à propos des alphas ? Eh bien, on sait que les alphas, ils ont des parents plus âgés, qui changent de carrière, qui déménagent plus fréquemment. Ils sont équipés niveau matériel et numérique. Le contexte, c'est le suivant, difficulté d'accès au logement, à l'emploi, crises diverses et variées, au niveau mondial d'ailleurs, et puis le tout saupoudré de terrorisme, pandémie, etc. Bref, le alpha, ce qu'il veut, c'est être heureux, mais il veut être heureux maintenant. Il y a une forme d'urgence à être heureux parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le alpha, il est plutôt court-termiste. On dit des alphas qu'ils tarderont à quitter la maison des parents. Certains les appellent même les keepers. Kids in parents' pockets, eroding retirement savings. Les gosses qui restent dans la poche des parents et leur bouffent leurs économies. Oh là là, tout un programme. Alors, pourquoi ils resteraient chez leurs parents ? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que se lancer dans la vie, ça devient cher, c'est difficile. Donc chez les parents, on est plutôt bien. Et puis une autre hypothèse, c'est de dire que les alphas, ils adorent se former, ils n'ont jamais fini de se former. L'information, elle est large, à portée de clic. Et donc ils veulent continuer de développer leurs connaissances. Enfin, ce qu'on dit des alphas, c'est qu'ils seront des acteurs de tellement de changements dans le monde qu'ils sont en fait la clé du futur. Et moi, c'est là qu'on me perd. La clé du futur. Oh, tu sais, je regarde les jumeaux et je peux t'assurer d'une chose, ils n'ont absolument aucune conscience qu'ils sont la clé du futur, là maintenant. Donc je sais pas trop comment on peut imaginer ça.
Et c'est toujours comme ça que je conclus mes présentations sur les différences générationnelles. Restons souples par rapport à tout ça. Gardons de la distance, restons nuancés. Ce sont des grilles de lecture intéressantes qui nous permettent de nous rappeler que, oui, en effet, nous sommes tous différents, mais ça a toujours été le cas. Mes parents, 18 ans en mai 68, je suis pas sûre que ça faisait rire des papis Louis. Et puis je me pose la question, est-ce que c'est pas le job des jeunes de faire différemment des aînés? Et est-ce que c'est pas normal pour les plus vieux de d'abord critiquer ça? Ces jeunes qui poussent à sortir de la zone de confort. Oh, le changement. Un de mes profs d'UNIF disait que le seul qui aime le changement, c'est un bébé qui a les fesses mouillées. Il n'a pas tort. Regardons-nous. Je suis de ces Y qui demandaient toujours pourquoi on fait ça comme ça. Et aujourd'hui, c'est moi qui fais des yeux ronds quand mes enfants remettent en question ce que je dis. Par exemple, je te disais que les jeunes ont l'info à portée de clic. Eh bien voilà que parfois ce sont eux qui nous apprennent des choses. C'est nouveau ça. Avant, c'était le parent, le vieux qui apprenait aux plus jeunes. Mais aujourd'hui, voilà que c'est parfois inversé. C'est l'enfant qui enseigne à l'aîné. Pas plus tard qu'hier, tiens. J'emmène Lucie postuler pour un job étudiant, je suis au volant. On n'a pas très bien compris la procédure expliquée par le gars du magasin et je lui dis « On regardera ça à deux en rentrant à la maison ». Mais j'ai même pas le temps de descendre de la voiture qu'elle a déjà plus besoin de moi. ChatGPT lui a tout expliqué. Alors je reste là dans ma voiture et je me dis « Mais quel décalage immense avec un papy Louis, né en 16, assis en bout de table en train de nous livrer son savoir, ses expériences, son point de vue aussi parfois. » Par exemple, un jour, il nous a dit « Oh, vous les jeunes, vous avez le cul bordé de nouilles !» Tout ça parce qu'on lisait des BD dans le fauteuil plutôt que mettre la table. Mais il dirait quoi aujourd'hui, papy Louis, face à une Lucie, une Maëva, une Louise ou un Félix qui lui lancerait « Eh papy, à Skip t'as fait la guerre ?» Puis il dirait peut-être quelque chose du genre « Ouais papy, viens, on fait un vocal pour ma pote. » Raconte-lui quand t'envoyais des lettres à ta chérie quand t'étais en captivité. Iconique, papy. Vous étiez quoi, genre en bail? Hein? Quoi? Mettre la table? Non, t'inquiète, on est chill. Et là, peut-être que mon papa à moi, leur papy Robert, un baby boomer, rirait. Il se moquerait du papy Louis dépité et puis... Il voudrait partager une de ses lectures préférées avec les enfants. Il se mettrait alors à réciter les vers de Cyrano de Bergerac. Mais là, le quatuor dirait « Eh, papy Robert, t'es au courant? Y a personne qui parle comme ça aujourd'hui, hein ?»« Ah, ah, papy, t'inquiète, hein, c'est pas grave. On voit que t'as le seum, là, quand même. » J'imagine ces échanges et je me dis « Wesh, ma gueule, c'est banger, comme disent les jeunes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, j'en sais rien. Il y a un monde d'écart entre ces trois générations. Mais comment faire pour se rapprocher les uns des autres quand on ne parle même plus la même langue? Tu sais, un jour, j'ai eu l'occasion d'entendre Béatrix Charlier dans un congrès et ça m'a inspirée. C'est une archéologue qui est devenue coach et elle travaille aussi sur les différences générationnelles. Elle s'adressait aux jeunes en rappelant ceci. Elle leur disait « Les plus vieux, ils ont déjà traversé plusieurs enfers, plusieurs déserts. Quand on connaît leur trajet de vie, on comprend ce qui se passe pour eux. Alors ne lâchez rien. Continuez d'aller à leur rencontre, parlez avec eux. Mais allez-y avec un a priori de bienveillance. » Et puis elle s'est adressée aux plus vieux en disant ceci. Elle leur a dit « Vous, n'oubliez pas que vous êtes observés. On vous regarde. » Et elle invitait ainsi les plus vieux à continuer de partager, transmettre, sécuriser, et d'y aller aussi avec un a priori de bienveillance. Alors bon, on peut débattre sur le mot bienveillance, on peut se poser la question de sa signification. Je dirais que, dans ce contexte, pour moi, être bienveillant, c'est témoigner une intention de comprendre l'autre, de trouver un espace entre lui et moi où, malgré nos différences, on va pouvoir se rejoindre. Parce que je pense que dans ce monde qui évolue si vite, quelle que soit notre génération, on a des points communs. La recherche de sens, par exemple. Je peux t'assurer que c'est un sujet très souvent abordé avec les personnes que je rencontre en coaching. Et ce sont des gens de tout âge qui s'adressent à moi.
Le sens. Pour moi, le sens, ça veut dire se sentir aligné entre ce que je pense, ce que je veux au plus profond de moi et ce que je fais. Est-ce que c'est pas ça, la clé d'une vie heureuse? Et toi, mon chou, de quelle génération tu es alors? Et qu'est-ce qu'il t'inspire, cet épisode?